Akkor megkezdjük a második konferencianapunkat. Nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom a mellettem már mindjárt álló Kulsa Géza urat, aki a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertnek az igazgatója és a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetségének elnöke. És megkértem őt, hogy a legkevesebb a délelőtti szekciót legyen kedves vezényelni. Úgyhogy én át is adom neki most a szót, és akkor mostantól a ő kezében vagyunk. Egy nagyon szigorú ember, úgyhogy mindenkit kérek, hogy tartsa az idő idejét, meg különben még fog folyni. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon eredményes további műhelymunkát kívánok a mai napra is, és megismétlem Timon Vincének a kérését, hogy mivel a tegnapi nap bebizonyított, hogy könnyű csúszni az előadásokkal, hogy én ugyan próbálni fogok ezügyben, de kérek szépen mindenkit, hogy tartsa lehetőleg a megadott időpontot, mert egyébként más programoknak a kárára fog menni, mondjuk a kerti sétának. Vagy ne talán elmarad az ebédszünet, és akkor ilyenkor végigcsinálnak. Na ez csak vicc, és felkérem akkor a tegnapra elmaradt előadás megtartására. Elnézést kérek, én nem vagyok birtokában a francia nyelvnek, ezért bocsánatot kérek előre az illetőktől, nem jól fogom ejteni a francia családneveket. Tehát Jacques Boutard és Myriam Nezre előadása következik, franciaországi szakmai gyakorlatok képzése történeti kertek kezeléséhez. Bonjour, je m'appelle donc Myriam Nègre, j'ai une expérience dans la formation j'ai une expérience dans la formation professionnelle et en particulier la formation continue. Ce qu'on appelle la formation continue en France, c'est la formation qui est donnée à des gens qui sont en poste, qui travaillent, qui ont déjà des diplômes, mais qui, pour monter en puissance, en compétences, en actualisation des connaissances, sont nécessaires. Donc cette formation continue, je suis à la tête d'une entreprise qui s'appelle INEAB et qui fait de la formation depuis très longtemps. Et je vais vous parler plutôt de la formation en direction de tout ce qui est jardin historique. Pour quel public je travaille? En fait, je vais travailler pour les jardins historiques, je travaille énormément pour l'État et le ministère de la Culture, ce qui va me permettre de former des agents de la filière jardin qui sont pour nous ce qu'on appelle les métiers d'art. On avait remis une petite plaquette sur la table qui permet de comprendre la spécificité de ces métiers d'art et leur organisation. Je vais aussi avoir dans les mêmes stages des gens tout à fait différents qui vont être ceux qu'on appelle la filière des bâtiments de France. Cette filière des bâtiments de France, c'est tous ceux qui vont donner les autorisations pour des travaux d'entretien, pour des travaux de restauration, pour des travaux d'ampleur diverses et variées, donc qui vont être nécessaires pour eux aussi de connaître l'histoire des jardins. Et en particulier dans ces personnels, vous allez avoir ce qu'on appelle nous les architectes des bâtiments de France, donc des gens qui ont fait des études extrêmement poussées dans la restauration du bâti, mais absolument pas dans l'histoire des jardins. Donc on essaye d'associer dans ces stages deux types de personnel en même temps, de façon à pouvoir avoir une meilleure rencontre, et ainsi de suite. À l'intérieur aussi de ces jardins, nous avons des personnels qu'on appelle des agents d'accueil et de surveillance, donc des personnels qui sont en charge de surveiller les jardins historiques. Et donc là aussi, on va leur offrir des formations pour connaître l'histoire des jardins, mais aussi comment parler du jardin à un public de visiteurs. Et ces visiteurs, on va les différencier en fonction d'un public généraliste ou un public plus
plus pointues, du style les enfants, pour des publics qui sont beaucoup plus éloignés du champ culturel, donc des gens qui habituellement ne visitent absolument pas les musées. Donc on a décliné comme ça toute une réflexion autour de comment mieux accueillir l'ensemble de ces publics. Le ministère de la Culture fait aussi des formations pour les propriétaires privés de jardins remarquables ou historiques. Et dans ce cadre-là, on a toute une réflexion autour du plan de gestion dont on a parlé hier. Je travaille également pour les collectivités territoriales, c'est-à-dire les villes, les départements et les régions, qui gèrent en direct, eux aussi, les jardins historiques, avec du personnel à l'intérieur. Mais là aussi, il y a une particularité, c'est qu'ils ont des chercheurs qui participent à l'inventaire des jardins. Et beaucoup de ces chercheurs n'ont pas dans leur parcours en tant qu'universitaire de connaissances en histoire des jardins. Donc là aussi, on intervient sur cet aspect-là. Et en particulier, puisque les départements peuvent aussi avoir à gérer des parcs publics, sur comment ce parc public évolue, enfin comment le parc privé évolue en parc public et quels sont les éléments qui permettent là encore, d'identifier, bien entendu, et puis aussi d'en parler après. Et pour en parler, on a les animateurs du patrimoine qui organisent là aussi toute une série de conférences, de visites dans les jardins, faisant des parcours extrêmement importants et qui vont effectivement participer à la promotion de ces jardins historiques. Donc, je ne vais pas vous bombarder dessus, mais c'est pour que vous vous rendiez compte un peu de la durée qui est consacrée à ces formations. Donc là, je n'ai fait que pour les personnels d'État, je n'ai pas voulu vous faire tableau, pas possible. Il faut savoir que l'État propose chaque année 20 jours de formation en histoire de l'art du jardin. Et que cette opération remonte maintenant à plusieurs années et que systématiquement on a des stages qui sont pleins. Donc nous les stages, on essaye de les limiter à 12 personnes, 15 grand maximum. Pourquoi? Parce que finalement quand on est dans une visite, au bout d'un moment on ne voit plus, on n'entend plus. Quand on peut faire des exercices, c'est très compliqué. On fait aussi quelques préparations concours de façon à pouvoir les accompagner dans les épreuves d'histoire de l'art du jardin et surtout dans la méthodologie de présentation de ces jardins. Et donc on peut considérer que depuis 1992, date à laquelle j'ai commencé à faire ces formations pour le ministère, j'ai eu à l'heure actuelle 80% des jardiniers qui ont suivi la totalité du cycle. Et parmi les personnels de filière des bâtiments de France, j'ai environ 40%, dont un bon nombre d'ABF, donc d'architectes des bâtiments de France, qui ont suivi. Ce qui est vraiment extrêmement important, puisqu'on peut considérer comme ça que cette formation, ce vocabulaire, ces mises en relation sont importantes. Donc, pour vous donner un exemple des formations, donc, sur le cycle Histoire de l'art du jardin, on l'a découpé en plusieurs modules. Le premier module est un module introductif pour vraiment ceux qui n'ont aucune base et qui permet d'avoir une vision un peu générale sur ce que c'est, en particulier en termes de c'est quoi un jardin, donc c'est la première des questions. Et puis après un peu de vocabulaire descriptif, un peu de lecture de plan, un peu de repères chronologiques, qui va nous permettre par la suite de décliner ça en modules spécifiques. Donc nous on l'a découpé par rapport à des modules qui correspondent à l'histoire du jardin en France. Et donc vous voyez, vous avez le jardin régulier, le début du jardin irrégulier en deuxième module, et en fait, il y a cette période de transition qui est la fin du 19e et le début du 20e. Après, on fait un grand saut et on arrive sur les jardins contemporains. Pour tout vous avouer, le jardin contemporain, il est plutôt en projet pour l'année prochaine. On n'a pas encore réussi à monter correctement. Il est beaucoup plus complexe que tous les autres à faire. Les objectifs qui sont visés sont effectivement d'acquérir à la fois des points de repère sur la caractéristique de ces jardins,
de comprendre le contexte historique, politique, économique, voire religieux qui encadre tous ces jardins, être en capacité de perfectionner son vocabulaire descriptif et de toujours associer ça aux végétaux, en particulier par le voyage des plantes, et voir comment ces végétaux sont utilisés dans ces jardins à ces périodes-là. Et l'idée, après, c'est effectivement d'être en capacité d'analyser le jardin. Ce qui veut dire que du point de vue de nos méthodes pédagogiques, on essaye de faire les choses les plus interactives possibles. Donc on fait alternance d'apports théoriques et de visites sur le jardin. Et dans ces visites, en fait, ça va nous permettre d'analyser les compositions. Donc là, je vous ai mis juste un petit exemple de ce qui peut être fait. On part sur une photo aérienne, on part sur éventuellement un des plans les plus anciens. Et il faut retrouver finalement l'histoire du jardin, sa composition, son évolution, de ce qu'il en reste. Et on fait une analyse comme ça au cours de la promenade avec restitution en stage, puisque la validation des acquis, c'est un élément extrêmement important de la formation. Il n'y a pas de diplôme à la fin, mais on fait toujours des phases d'exercice qui permettent effectivement de restituer les savoirs, soit en repositionnant des éléments dans une prise chronologique, soit en analysant de manière très fine les choses. Alors, la question qui se poserait, c'est quelles sont les conditions pour réussir correctement la mise en place d'une formation. Je dirais que tout d'abord, c'est effectivement de bien définir les objectifs auxquels plutôt les objectifs qu'on doit atteindre, et en particulier de le faire évoluer en fonction des besoins des personnels. Hier, vous avez entendu que la filière des métiers d'art, dont Jean-Michel, Claire et Joseph ont parlé, on a parlé d'une montée en puissance des compétences. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler, les gens avaient juste des CAP. Aujourd'hui, ils arrivent pratiquement tous avec des bacs et des BTS. Et ce qui veut dire que les besoins ne sont pas les mêmes, les connaissances préalables ne sont pas les mêmes. Et donc, ça veut dire que la formation doit suivre absolument et impérativement ça. Pareil pour les visiteurs à qui on s'adresse quand je m'adresse à des publics qui font la visite, évoluent, les besoins sont différents, et il a fallu aussi adapter, modifier complètement les choses. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, l'autre chose qui est extrêmement importante, c'est la diversité des intervenants. C'est-à-dire que régulièrement, on choisit des gens les plus compétents sur le sujet, avec en priorité qu'ils soient en capacité d'avoir finalement un rapport pédagogique avec leur public, c'est-à-dire finalement être en capacité d'un échange, d'une validation des acquis par des exercices et tout. Et faire à Jean-Michel, je passe mon temps à me dire non, on fait un petit exercice, il faut absolument vérifier systématiquement que tout ce que l'on peut dire est retenu et compris. Et donc, pour les gens qui suivent la formation, l'idéal est de mettre en pratique le plus vite possible. Donc, comment on peut valider sur du moyen terme qu'une formation est réussie? Eh bien, c'est la montée en compétences. C'est le fait que les gens soient en capacité de se créer des réseaux professionnels entre eux, avoir un carnet d'adresses de stagiaires et tout, et qu'ils soient en capacité régulièrement de se téléphoner, de s'envoyer un mail dès qu'il y a un problème extrêmement important. Et puis mettre en place les visites le plus rapidement possible derrière et de valider à travers des enquêtes de satisfaction que le produit correspond. Donc ça, moi, c'est une activité que je pratique maintenant depuis plus de 30 ans et je pense qu'on peut s'apercevoir de la satisfaction de tous avec, bien sûr, plein de propriétaires privés. Le travail a été fait sous une grande gestion et donc l'idée, c'était de leur donner les moyens de savoir ce que c'est, comment l'utiliser, quels étaient les avantages, bref, tout ce qui vous a été raconté hier. On faisait ça sur 2 jours.
En gros, on fait toute les matinées en salle, en apport théorique, et l'après-midi en exercice. Ça nous a permis de rencontrer pas mal de personnes, puisque en gros on a fait 18 régions, et certaines régions nous ont demandé de venir plusieurs fois. Ce qui fait qu'à l'époque, nos régions ont invité au nombre de 22. Donc 18 sur 22, c'est vraiment extrêmement important, et on pourrait s'interroger sur les résultats. Et quand j'en ai discuté avec Jean-Michel Sensard, qui était l'organisateur de ces journées, en fait, c'est assez mitigé, puisque finalement, il y a eu certains propriétaires qui ont monté les plans de gestion derrière, alors que par stage, on pouvait avoir entre 40 et 50 personnes, et entre 25 et 30 jardins. Donc vous voyez, c'est vraiment très pas une très grande réussite, mais en tout cas quelque chose qui se diffuse. C'est un vocabulaire extrêmement entendu. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Je vous remercie pour votre attention. Donc, Jacques va parler maintenant d'une autre formation continue qui porte plus sur tout ce qui est lié vraiment au jardin. Bonjour, donc Jacques Boutour, moi je suis intermédiaire, je travaille pour la ville de Tours où je m'occupe de la gestion des arbres et en parallèle de cette activité principale, je fais de la formation. Ça fait très longtemps que j'associe une activité professionnelle, technique, je travaille longtemps en bureau d'études avant, et de la formation parce que je trouve cela très complémentaire, l'un nourrit l'autre. Et donc là, ce que je veux présenter rapidement, c'est ma perception en fait de la façon de faire passer les messages, sachant que moi j'interviens essentiellement sur la gestion des arbres et des arbustes, sur des aspects très techniques, très concrets, pour en fait des personnes qui travaillent dans des collectivités, dans des entreprises, parfois pour des étudiants, et ça m'arrive, là j'ai plusieurs actions en cours avec des gens qui travaillent dans des jardins historiques. Et alors, donc c'est quelques idées qui me paraissent importantes. Pour que ça fonctionne bien, quand on veut parler de taille, et quand on parle de taille, on parle de gestion, parce que la taille est remise dans une perspective globale. Ce qui est très important, c'est que c'est réussi quand, dans la formation, on réunit tous les acteurs. On a évidemment les gens qui vont faire les travaux de taille, qui sont des jardiniers, qui sont des arboristes, mais il faut aussi les gestionnaires, il faut les gens qui prennent les décisions. C'est à ce moment-là qu'on peut lever toutes les problématiques, que l'on peut se mettre d'accord et que chacun peut voir quel est l'angle de perception de l'autre. Donc on se comprend beaucoup mieux. Et c'est pas toujours facile de réunir l'ensemble des acteurs, malheureusement. Après, pour rentrer un peu plus dans le contenu, ce dont je me rends compte, c'est que plus que d'expliquer les gestes, de dire voilà, on coupe comme ça, on fait ceci, ce qui est très important, c'est de donner une méthode, une réflexion, de donner de la capacité d'autonomie aux gens qui vont devoir travailler. C'est-à-dire qu'on ne donne pas des recettes, souvent des personnes sont déçues parce qu'elles viennent pour avoir une recette et elles repartent avec des éléments de réflexion, une méthode, une série de questions à se poser avant d'intervenir. Et c'est comme ça qu'on peut permettre aux gens d'être autonomes. La technique vient presque dans un deuxième temps. Alors, dans l'organisation, ce que j'essaie de faire le plus souvent, c'est, avant d'aller effectivement sur le terrain, c'est de commencer par une demi-journée
quelques heures en salle pour apporter les principes théoriques, apporter les grandes lignes par rapport au sujet, qui peut être donc la taille ou la gestion des arbres ou des arbustes, et de faire suivre cette première demi-journée l'après-midi, parce que c'est toujours mieux d'être dehors l'après-midi, sur le terrain, là, pour être dans l'observation, dans l'analyse, c'est-à-dire de mettre en pratique la réflexion qui a été apportée le matin de façon concrète, mais sans intervention, ou alors juste des démonstrations ponctuelles, hein, et en obligeant les stagiaires à réfléchir, à leur faire formaliser ce questionnement, et ensuite, le lendemain, pendant les 2 jours qui suivent, d'avoir une mise en pratique encadrée. C'est-à-dire que là, donc, on a eu la théorie, on s'est mis dans l'observation et on met en pratique. On fait la taille, on fait les interventions que l'on a vues avant, et en passant voir, pour ça il faut des groupes pas trop importants, pour passer voir chacun et éventuellement reposer des questions ou corriger des gestes qui ne sont pas forcément les bons. Et chaque fois que c'est possible, on se revoit 1 an après, ou au moins une saison de végétation après, où on retourne voir les sites où on a travaillé ensemble, on regarde la réaction des végétaux, et on va voir éventuellement d'autres sites qui posent questions, où les stagiaires ont des questions, pour réélargir. Et cette année entre les deux permet une maturation, et ça fait venir des questions qui n'apparaissaient pas forcément dès le début. Une autre question est celle qui se pose quand on travaille avec des grosses structures. Il m'arrive de travailler avec des collectivités où il y a 100, 150 jardiniers, et comment on fait pour amener l'ensemble de cette population personnelle à changer de pratique, parce qu'en général, quand on demande une formation, c'est parce qu'il y a des ajustements à faire, et donc il y a plusieurs possibilités. Ce qui se fait le plus souvent, c'est prendre des stagiaires un petit peu dans chaque équipe et de constituer un groupe. Alors ça permet de diffuser l'information à l'ensemble du service en même temps. Ça permet des échanges entre des personnes qui sont dans la même structure mais qui ne se voient pas forcément régulièrement. Hein, et ça permet à chacun de voir des situations nouvelles par rapport à ses propres situations. Hein, et aussi, c'est important, ça montre aux gens que les problèmes qu'ils rencontrent, eh bien, ils ne sont pas les seuls à les avoir. Parfois, ils ont l'impression d'être noyés devant un gros problème, et c'est rassurant de voir qu'il y a d'autres collègues qui vivent la même chose. Et par contre, c'est un inconvénient, c'est que quand ces personnes retournent dans leur équipe, en fait, elles sont un peu seules au début, elles ont un message qui est un peu différent, ça leur a ouvert des perspectives, et elles sont face à un groupe qui n'est pas forcément, qui n'a pas été formé, qui n'a pas forcément la même approche. Donc parfois, c'est un petit peu compliqué. Et on se rend compte qu'il y a une masse critique, c'est-à-dire qu'il y a, ça peut être selon les structures, un tiers ou une moitié de personnes à former avant qu'il y ait un basculement, qu'il y ait une transmission et que ça entretient de cette façon-là. Alors c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut trouver des sites d'observation et d'application qui puissent correspondre aux besoins de chacun. L'autre solution, c'est de prendre une équipe en entier et de prendre des équipes les unes après les autres. Et là, on forme tous les membres de l'équipe, tout le monde a le même message. Les sites d'observation d'application sont forcément bien connus puisque c'est là où travaillent ces personnes d'habitude. Et ça, c'est intéressant. Par contre, c'est pas toujours facile de choisir, de savoir dans quel ordre on commence, et ça crée des distorsions un petit peu au sein de la structure. Donc il n'y a pas de solution idéale, en fait. Il y a des avantages et des inconvénients en deux solutions. Alors, une autre question qui se pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire des formations en infrastructure, c'est-à-dire au sein de la structure elle-même, ou de sortir les gens de leur structure et de rassembler à un endroit autre des gens d'horizons différents. L'avantage de le faire au sein d'une seule structure, c'est que la problématique est la même pour tout le monde, les supports d'études sont les supports habituels, donc ça c'est quelque chose qui est confortable, on répond à des questions concrètes. Et en fait, l'avantage aussi, quand la structure est un peu importante, c'est qu'au lieu de former une personne sur 50, on va plus vite. On arrive plus vite à cette masse critique de cette façon-là.
Et les formations en inter, c'est-à-dire prendre des gens de différentes structures et les rassembler dans un stage, c'est forcément, ça peut être sur le site de l'une des structures, mais ça peut être complètement ailleurs. Moi, je le fais parfois sur l'Arboretum, là c'est le cas, donc chez moi. C'est que ça permet, d'une part, de montrer des choses que les gens ne voient pas d'habitude, parce que, en particulier à l'Arboretum, moi j'ai des expérimentations, des démonstrations avec des comparaisons de taille pendant 10-15 ans, donc ça permet de montrer des résultats. Et ça permet des échanges entre des participants qui sont... C'est déjà intéressant de faire une structure, mais quand c'est entre des structures différentes, des gens qui sont dans des entreprises, des gens qui sont dans des collectivités, des gens qui peuvent être des particuliers, des bureaux d'études, ce brassage-là est vraiment très intéressant. C'est un petit peu aussi ce qu'évoquait Myriam tout à l'heure. Et alors, parfois, on arrive à combiner les deux, c'est-à-dire de faire un premier module qui se fait en regroupement avec des gens de différents horizons, sur un site et de prolonger cette action de formation après en allant dans les structures elles-mêmes pour faire un travail plus personnalisé. Et en tout cas, ce qui, moi, me paraît important, c'est d'avoir du temps, c'est-à-dire d'avoir des étapes différentes et parfois, il m'est arrivé d'accompagner des structures, c'était le cas avec le Jardin du Luxembourg au Sénat à Paris pendant 5 ou 6 ans. Il y a des collectivités avec lesquelles je travaille comme ça dans la durée et là on voit qu'il y a un vrai travail de fond, on arrive vraiment à optimiser les choses qui sont réalisées. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. 43 éves botanikus kerti gyakorlattal én nagyon tisztában vagyok vele sajnos, hogy milyen nálunk a gyűjteményes kerti szakember utánpótlási képzés. Mondjuk meg őszintén, hogy tende a nullához. Ezért az a kérdésem, hogy az előadással kapcsolatban valakinek van-e valami kérdezése vagy hozzászólása az előadókhoz. Ha nincs, akkor én kérdezek valamit. Van Franciaországban az úgynevezett Grand Tour nevezetű mozgalom, ami különböző szakmákat fog össze, és többek között kertekbe is szervez ki továbbképzésre fiatalokat. Kihasználja a történeti kerti társadalma Franciaországnak ezt a lehetőséget. J'ai pas entendu vous poser la question. Tu sais répondre? Non, je sais pas. I'm sorry. Vous pouvez répéter la question? Excusez-moi, vous parlez des compagnons des Tours de France. Et vous pouvez me rappeler la question qui est la vôtre? Járt Magyarországon történetesen a Fehérvár-Csurgói kertben, amit meg is látogattak a kedves vendégek. Ennek a keretén belül egy francia fiatalember, aki pontosan nem tudom, hogy Grand Tour vagy Tour de France-nak hívják, különböző szakmák képzésére körbeforgatják a fiatalokat az országban, többek között kertekbe küldenek ilyen embereket. Mennyire eredményes ez és hasznos? Alors, le système du compagnonnage en France, le système du compagnonnage en France permet à des gens d'apprendre leur métier et en voyageant d'enrichir leur expérience. Le corps des jardiniers n'est représenté que dans un des mouvements du compagnonnage, c'est les compagnons des devoirs du devoir. C'est ça, c'est les compagnons du devoir. Ils sont très peu nombreux. À ma connaissance, c'est une installation qui s'est faite il y a à peu près 5-6 ans, pas plus, et ils doivent être une trentaine aujourd'hui. Et en fait, c'est un enrichissement plus personnel, et voyager à travers la France ou à travers le monde leur permet en fait d'approfondir leurs propres compétences. Et donc ces voyages-là, bien sûr, c'est extraordinaire. La montée en compétences personnelles est extraordinaire. Alors après, ils ne sont pas très nombreux. Et il n'y a qu'un mouvement compagnonnier qui le fait.
Merci.